Bonjour à tous et bienvenue dans ces vidéos capsules qui vont être dédiées à un sujet un petit peu particulier, un petit peu plus original. On va sortir un peu du syndicalisme pour jeunes médecins et on va parler en fait des innovations qui ont marqué l'histoire de la médecine. À la fin de la première moitié du XXe siècle, l'insuffisance rénale était une maladie alors déjà bien connue depuis des siècles et caractérisée sous le nom de maladie de Bright. Elle pouvait alors exister sous deux formes, une forme insidieuse qui arrivait comme ça de façon chronique sur plusieurs semaines à plusieurs mois et une forme aiguë qui s'installait en l'espace de quelques jours. Mais peu importe la forme insidieuse ou la forme aiguë, l'issue était à chaque fois la même, le décès dans des circonstances très difficiles. Puisque les patients mouraient la plupart du temps, souvent de gênes respiratoires allant jusqu'à l'étouffement, d'un état de fatigue allant jusqu'au coma et des sensations de démangeaison avec des lésions de grattage puisque les patients parfois pouvaient se gratter jusqu'au sang. William Kolff, fils d'un médecin hollandais chef de service d'un sanatorium, n'était pas du tout prédestiné, selon lui, à faire de la médecine. Il est dyslexique, c'est donc un élève moyen et il a une sensibilité particulièrement accrue, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il rendait visite à son père, il ne supportait pas la vue des patients qui hurlaient de douleur ou qui étaient à l'agonie. Malgré ça, le jeune Kolff dispose de trois qualités. Il a une mémoire extrêmement développée, il est très ingénieux avec un haut sens du bricolage et il a une obstination sans limite. Son père est convaincu que son fils, via ces trois qualités, fera un excellent médecin. Il le persuade donc d'entamer des études de médecine, ce qu'il fera à l'âge de 25 ans. Et en 1938, au sein de l'hôpital affilié à l'université de Groningen, Kolff assistera à un événement qui sera un tournant dans sa carrière. Il est en effet jeune assistant médical et doit prendre en charge les patients qui arrivent dans son service. Et parmi les patients qui vont arriver, Jan Broming, 22 ans, qui présente une forme d'insuffisance rénale aiguë survenue au décours d'une infection. Malgré les soins de l'époque, le jeune Broming va décéder quelques jours plus tard dans des circonstances que Kolff qualifiera lui-même de catastrophiques. William Kolff connaissait, comme tous ses contemporains, la cause de ce décès, l'accumulation des déchets dans le sang alors que ces derniers sont habituellement éliminés dans les urines. Il n'a alors plus qu'une idée en tête, trouver un médicament ou une manière d'éliminer ces déchets qui habituellement sont éliminés par les reins. Comme je vous le disais, Kolff avait une mémoire très développée. Et il se souvenait que certains chercheurs, il y a une dizaine d'années, avaient essayé de filtrer le sang dans les cas d'insuffisance rénale. Mais que ces derniers avaient échoué du fait de difficultés techniques, notamment liées à la coagulation du sang lorsque vous prélevez ce dernier et que vous le faites circuler dans un circuit dit extracorporel. Il eut alors l'idée d'une machine dont l'objectif serait d'extraire le sang, de le faire circuler le plus rapidement possible pour éviter les phénomènes de coagulation liés à la stagnation et de filtrer le sang en le mettant en contact avec une membrane dite semi-perméable, à savoir une membrane qui laisserait passer les toxines mais qui garderait les éléments essentiels du sang permettant à l'organisme de continuer à fonctionner. Et cette machine, il l'imagine comme une sorte de lessiveuse, à savoir une bobine géante autour de laquelle vous auriez des boyaux dans lesquels circulerait le sang, et le sang, comme ça, tournerait avec cette bobine à moitié immergée dans une baignoire. Bien que jugé exubérant, il esquissera les premiers schémas de sa machine et proposera des travaux de recherche à ses patrons au sein de la faculté de Groningen. Oui, mais nous sommes en 1940, et malheureusement les Pays-Bas doit faire face à l'occupation nazie. Et son patron, juif de confession, sera alors remplacé par un officier nazi. William Kolff, refusant alors de travailler sous la direction allemande, est alors prié de faire ses bagages. Et il est alors transféré dans la toute petite ville de Kampen, située dans la campagne hollandaise. Qu'à cela ne tienne, Kolff est tenace et surtout, il n'a plus de hiérarchie à qui rendre compte. Il entreprit alors de construire sa machine, mais doit faire face à un problème de taille, la pénurie de matériaux. Par ailleurs, il est sous la surveillance nazie et doit faire preuve d'une grande discrétion. Il investit alors une grange au milieu de la campagne et décide de construire sa machine essentiellement la nuit. Et pour cela, il utilisera du matériel de récup, à savoir des bidons de jus d'orange ou des pièces mécaniques qu'il va ramasser sur des débris automobiles, voire même des carcasses d'avions. Et pour ce qui est de la membrane, William Kolff eut l'idée d'utiliser des boyaux de saucisse qui avaient toutes les qualités de perméabilité pour ainsi éliminer les déchets habituellement excrétés dans les urines. Et c'est ainsi qu'en octobre 1942, la première version de la machine de Kolff est prête. Cette machine est conforme à son idée initiale,
et en injectant dans les boyants du sang corrompu, contaminé par les déchets de l'insuffisance rénale, il arrive à observer les capacités de filtration de cette dernière. Il ne reste plus que les premières expérimentations humaines avant d'en démontrer l'efficacité finale. Mais parfois, entre l'expérimentation in vitro et l'expérimentation in vivo, la marge peut s'avérer parfois haute. Trop haute jugeront certains contemporains de William Kolff, puisque les 15 premiers patients qui bénéficieront de cette technique innovante de dialyse finiront par décéder. Oui, sauf que pour William Kolff, cet échec des paliers à sa machine. La réalité est que les 15 patients qui avaient bénéficié de son traitement étaient tous atteints d'une forme sévère d'insuffisance rénale chronique. Ainsi, lorsque ces derniers arrivaient à l'hôpital avec les symptômes de l'insuffisance rénale, à chaque séance de dialyse, les symptômes s'amenuisaient et les patients s'amélioraient. Mais pour faire circuler le sang dans cette machine, il fallait réaliser des ponctions veineuses, et au fur et à mesure que vous réalisiez des ponctions veineuses successives, les veines éclatèrent et n'étaient plus accessibles. De ce fait, les patients mouraient après une dizaine de séances, faute d'un abord vasculaire. Pour William Kolff, l'efficacité de ces machines ne doit pas être mise en cause, mais la cible de patients qui puissent en bénéficier est donc les patients qui présentent une forme aiguë, puisque les insuffisances rénales aiguës pouvaient potentiellement récupérer une fonction normale. Et cela sera chose faite en août 1945. Kolff amenait donc dans son service une patiente de 67 ans, Sophia Schaffstadt. Il s'agit d'une patiente qui avait été incarcérée quelques mois plus tôt pour collaboration avec le régime nazi. Et durant son incarcération, elle a développé une infection qui va être responsable d'une défaillance rénale aiguë sévère. Elle arrive dans le service avec la forme la plus grave et le début des signes neurologiques qui sont la plupart du temps annonciateurs du décès. Une dialyse est donc réalisée en urgence et les symptômes s'améliorent très rapidement. Mais pour William Kolff, le défi n'était pas là. Il savait que sa machine fonctionnait transitoirement. Il fallait donc attendre que la patiente guérisse de l'infection originale et que les reins récupèrent une fonction autonome. Cela finalement sera chose faite après quelques jours de dialyse où la patiente ne présentera plus de signes d'accumulation de toxines et aura une élimination urinaire satisfaisante. Kolff, qui était alors jusqu'à présent jugé comme fou, venait de faire pour la première fois la démonstration de l'efficacité de la dialyse chez l'homme. Tout ira très vite par la suite parce que de ce succès en découleront plein d'autres au sein de l'hôpital de Kampen. Les premiers résultats sont publiés et les hôpitaux américains mandatent Kolff direct de leur fournir les éléments permettant la fabrication de machines de dialyse. Kolff, quant à lui, émigra aux États-Unis à partir de 1950, d'abord à la Cleveland Clinic, puis à l'université de Salt Lake City, où il continuera ses recherches pendant une trentaine d'années autour du développement des organes artificiels. Et pour l'anecdote, sachez que Kolff était hyper superstitieux et c'est la raison pour laquelle la chambre dans laquelle il réalisait ses séances de dialyse n'était pas la chambre 13, la plus grande de l'établissement, mais en réalité la chambre 12 bis. Vous souhaitez approfondir et vous souhaitez lire les publications originales de toutes ces innovations thérapeutiques, n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens, c'est en accès libre, c'est facilement lisible pour la plupart et je peux que vous encourager à le faire.